utile de me permettre de parler un petit peu de ce qu'on fait chez PMU. Oui, on est bien à Montréal, qui d'ailleurs encore aujourd'hui a été mis en exergue comme étant le Canada, le quatrième pays en intelligence artificielle derrière les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Donc, une seule place. Donc, merci au Phil de nous permettre effectivement, en tant que membre, je dirais que ça décroche, en tant que membre du francophone en hexagone, de pouvoir présenter notre travail. Ouais, allô? Ouais, super, ok, parfait. Non, parce que moi, ça lag de mon côté, mais c'est peut-être ici, quoi. Ok, bref. Et mon intervention aujourd'hui est surtout dans le but de sensibiliser l'ensemble des membres du FIL l'importance de mesurer l'impact des solutions VR AR que vous pouvez déployer pour la simple et bonne raison qu'elles sont surtout ces mesures et cet impact le fruit de vos efforts en amont et de la validation de vos hypothèses au départ. Et si vous ne prenez pas la chance de faire ces mesures-là, finalement, vous passez à côté de beaucoup d'opportunités, en particulier de mieux connaître votre produit et vos utilisateurs. Donc, en l'occurrence, ce que je vais vous présenter, c'est notre équipe, le fait qu'on soit à base très multiculturelle. Bon, ça, c'est pas l'apanage de PMU. Je dirais que c'est plus la réalité du Canada. On collabore avec le monde entier de par la chance que nous avons d'avoir des chercheurs qui viennent de plusieurs nationalités. Nos actifs de recherche se sont cristallisés autour de 120 publications scientifiques. Qui on collabore avec 4 pays différents et 7 universités aussi. Et notre, je dirais, solution en ce qui nous concerne, c'est vraiment de faire face à la complexité de l'humain dans les applications VR, AR, au travers de la collecte de données biométriques. En particulier, celle qui nous intéresse, c'est l'interprétation des ondes cérébrales de l'individu qui a, par exemple, une paire de lunettes devant les yeux. On a eu l'occasion avec Gippsland, membre du FIL, d'aborder déjà un petit peu cette approche-là. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a, au cours des années 2014, à peu près la date de création de la compagnie, développé des algorithmes en intelligence artificielle qui nous permettent effectivement de faire des rendus de mesures neurobiométriques de plus de 80 états émotionnels mentaux, parmi lesquels le stress, l'engagement, l'intérêt, la confusion, les facteurs d'amusement, bref, et on en développe encore de plus en plus. Et pour ce qui est des états émotionnels, on connaît la notion de plaisir à laquelle Laurent a fait mention tout à l'heure. Mais le fait qu'il y aurait beaucoup plus d'assemblage émotionnel possible, jusqu'à arriver à faire ce qu'on appelle du neuro-adaptatif, c'est-à-dire que de ne plus avoir seulement une application linéaire, mais une application en fait qui s'adapte en fonction des états mentaux et émotionnels de la personne. Ce qui nous amène après à automatiser une partie, je vous dirais, de cette neuroadaptation sous, je dirais, l'idée d'un coach en intelligence artificielle, pour par exemple faciliter la prise de décision. Et c'est vraiment ce créneau-là sur lequel on se positionne chez PMU intelligence augmentée, c'est de faciliter la prise de décision par l'intégration de données complexes qui sont, en l'occurrence, les états mentaux et les émotions. Ça, c'est quelque chose qui, finalement, se traduit avec des outils assez de base. Ce qui fait la force, c'est la puissance de calcul les algorithmes qu'on a déployés pour ça. Et on collecte un ensemble de données. Donc, par exemple, on est capable de faire des lectures d'émotions par la voix. On fait aussi la reconnaissance par ordinateur d'images avec un partenariat avec l'entreprise Leica.
Et forcément, comme j'en ai déjà parlé, la collecte de bandes électriques du cerveau. Donc on met tout ça ensemble pour avoir, je dirais, une compréhension la plus juste des états de l'individu. Je me permets d'aller vite peut-être sur certaines slides parce que souvent les gens nous disent oui, on comprend, mais à quoi ça sert? Mais en fait, ça sert surtout à optimiser, par exemple, des contenus de formation, parce que le financier de il y a quand même une concentration sur ce segment-là qui est la formation. Par exemple, on a développé une solution à destination des étudiants en médecine qui sont souvent dans des situations de stress ou de charge cognitive très très importantes et qui peuvent occasionner, par exemple, des erreurs de diagnostic ou des problèmes de concentration. On a mis en place une solution combinée VR et collecte de données neuronales pour les aider à mieux performer dans leur parcours académique. On voit à l'écran aussi que un usage, par exemple, de microscopes électroniques qui sont très 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 dispendieux, très chers, et donc met à risque les utilisateurs eux-mêmes, peut être optimisé par justement l'entremise de ces solutions aussi qui collectent des données biométriques lors de l'usage de ces outils, en l'occurrence des microscopes. On travaille aussi dans le milieu du law enforcement et de la défense, parce que c'est des métiers extrêmement stressants, c'est des métiers qui demandent une prise de décision très rapide. Donc de pouvoir optimiser ce processus de décision vient amener, je dirais, une grande sécurité pour chacune des parties impliquées, que ce soit les forces de police, mais aussi les personnes avec lesquelles elles transigent. Et sur ce sujet-là en particulier, j'aurai l'occasion d'y revenir sur des exemples précisément sur la défense, mais aussi des simulations en mouvement. C'est-à-dire que les personnes, nos solutions, ont été capables de traiter les artefacts de mouvement qui souvent ont un intérêt à collecte de données neuronales. Donc tout ça, ça a été analysé, traité. On pense aux muscles, au mouvement de la mâchoire, au mouvement du corps. Ça, c'est des choses qu'on a optimisées. Dernièrement, par exemple, dans le domaine de la formation, on permet à des chercheurs en génomique, un petit peu partout dans le monde, d'utiliser des brins d'ADN en réalité virtuelle et puis de pouvoir justement collaborer à distance sur cet usage-là. On parlait de la défense tout à l'heure, on a deux projets spécifiques avec la défense nationale ici au Canada. Le premier qui est la résolution pacifique de conflits. Donc on imagine ce que ça peut représenter, et puis aussi la prévention contre la radicalisation, basée aussi sur cette collecte et cette interprétation des données mentales et émotionnelles. Et puis on parlait tout à l'heure avec Lucia de la capacité de faire des digital twins, on appelle ça plutôt des jumeaux numériques, et on le fait actuellement pour PAE et Bombardier, qui sont un manufacturier de simulateurs et deux manufacturiers d'avions, pour là aussi augmenter le niveau de sécurité et réduire le niveau de risque grâce, je dirais, à cette collection de données émotionnelles et mentales. On le fait aussi dans le jeu vidéo, avec je dirais, qu'on appelle le game balancing, c'est-à-dire bien connaître comment le joueur interagit avec son contenu, de manière à soit renforcer certains comportements, soit effectivement optimiser des gameplays qui sont des séances de jeu. Là, vous voyez déjà un petit peu je dirais, l'intérieur de notre machine, de notre solution. On a en l'occurrence un écran qui présente la collecte de données live avec une personne. En l'occurrence, on s'y jouait à Roblox. On peut collecter à peu près n'importe quel type de données, je dirais, qu'elles soient audio, vidéo. On a un partenariat avec Google Glass aussi, et Google X, qui nous permet finalement, en remote, de mesurer à peu près n'importe où, n'importe quoi. On l'a fait dans le secteur minier, par exemple, à distance, pour la validation sociale de grands projets d'envergure minier.
que vous avez de l'autre côté de l'écran, c'est les résultats, c'est-à-dire les courbes qui s'affichent selon les états mentaux et émotionnels qu'on décide de considérer et la possibilité de rejouer chacune des séquences pour dégager des enseignements issus de cette mesure. On travaille beaucoup aussi dans le domaine de la santé, parce qu'on s'est rendu compte qu'en mettant un vrai d'intégration technologique, en mettant l'IA, les neurosciences et puis le computer vision comme une solution complémentaire aussi à l'autométrie, on pourrait développer des environnements à destination des personnes âgées, par exemple, pour des thérapies adaptatives et du renforcement cognitif. Donc ça a été, je dirais, un très gros projet très intéressant. On a eu une reconnaissance internationale sur ces volets-là. En l'occurrence, on collabore aussi avec la Fondation Claude Pompidou en France pour justement des solutions neuroadaptatives pour lutter contre Alzheimer, avec des résultats très impressionnants. Donc, cette combinaison de neurosciences et de réalité virtuelle pour mettre dans des environnements spécifiques des malades, de façon à générer ce qu'on appelle des boosts mémoriels. Donc là aussi, c'est des choses très, très intéressantes. Tout ça, c'est des solutions qui sont déployées, qui existent déjà. Dans la présentation, on parlait d'approche naissante, mais on est plus beaucoup à la naissance, là. On est dans des choses qui s'appliquent et se répliquent en fonction des verticales sectorielles qui peuvent en faire usage. Et puis, comme Laurence en a parlé, on a fait aussi la mesure et l'analyse des impacts d'une solution VR, en l'occurrence celle Deep Slam, sur les risques psychosociaux en entreprise. On voit en l'occurrence le Pico 3 et nos solutions qui permettent de collecter. Donc, j'ai volontairement été vite pour permettre justement plus d'échanges. Et le fait d'avoir, je dirais, la chance d'être membre du FIL en tant qu'entreprise francophone en dehors de la France, et je dirais un double avantage, à la fois parce qu'on n'est pas assujetti par les mêmes contraintes territoriales, légales, économiques, aussi parce que c'est la porte d'entrée sur des marchés très intéressants en ce qui a trait aux entreprises francophones françaises, et le fait qu'il y a une réelle complémentarité pour les membres du FIL par rapport à l'expertise que eux-mêmes développent en matière de solutions VR ou AR. Et comme l'a précisé Laurence aussi tout à l'heure, c'est au-delà du simple aspect déclaratif. Il faut consolider la véracité et les impacts des solutions VR que vous développez. Ça ne peut se faire que par une approche scientifique mesurable. On sait qu'il existe déjà beaucoup de choses dans la littérature scientifique qui permet de justifier l'usage de la VR. Mais qu'est-ce qu'il en est de vos solutions? Qu'est-ce qu'il en est de vos usagers et de vos secteurs sur lesquels vous souhaitez vous développer? C'est là où on peut vous aider à collaborer sur des projets de recherche et de mesure, essentiellement de l'efficacité de vos applications XR. Donc voilà, ça termine ma petite présentation. Merci Jean-Julien. Est-ce que dans la salle, des gens ont des questions, s'il vous plaît? Oui, mais tiens. Vous avez une question? Non? S'il n'y a pas de questions, moi je peux m'auto-poser. Attends, j'en ai une dans la salle, mais on n'a qu'un seul micro. La prochaine fois, je serai plus malin, promis. Awa, viens récupérer là le micro pour Jean-Julien. Oui, bonjour. J'aimerais qu'on... Allô, oui. Je me fais entendre ou pas? Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur la collaboration, sur la présentation qui vient de nous être présentée par Laurent, c'est ça? Voilà, j'ai pas trop compris la collaboration avec Ibesland. Voilà, c'est ça. Merci. Ça fait plaisir. Donc, ce qui nous a été demandé par Ibesland, c'est vraiment de mesurer quels étaient les états mentaux émotionnels au regard de sa solution qui a vocation à lutter contre les risques psychosociaux en entreprise.
pense que Ibsen est parti d'une hypothèse qui est sur place, donc elle pourra corroborer ce que je dis, d'un bien fondé de l'usage de l'AVL pour adresser des enjeux en entreprise comme le stress, ou certaines mentions qu'elle a pu faire d'absentéisme ou de contre-performance, qui sont pas toujours, je dirais, évidents à déceler. L'idée, c'est que son application a vocation d'aider justement à adresser ces enjeux-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un protocole d'étude selon les standards qui sont les nôtres, en respectant la vie privée et je viens s'assurer que la qualité des données qu'on mesure soit effective et utile. Reçu les personnes dans nos locaux ici à Montréal de façon à effectuer les tests. On s'est même déplacé dans des entreprises directement pour valider la qualité de notre cohorte et collecter ainsi toutes ces informations neuronales dans les émotions et les états mentaux pour en faire un rapport d'analyse qui démontrait en partie le bénéfice effectivement issu de l'utilisation de la solution. J'espère que ça répond à la question. Alors on me dit oui, ça répond à la question. Est-ce que j'en ai une autre qui vient du chat directement. Est-ce que tu proposes une procédure packagée pour ce type d'étude? Alors oui, on a alors sous-jacent derrière aussi la question publique. Donc on a une offre packagée qui est pour la géométrie variable. Une chose, c'est qu'on évite d'avoir des échantillons trop petits pour avoir une meilleure représentativité de la collecte. Parce qu'on a tous des cerveaux différents qui fonctionnent tous de manière singulière. Donc c'est sûr qu'en deçà, je dirais, un certain nombre d'individus, on ne peut pas collecter adéquatement. Enfin, on peut collecter adéquatement, mais on ne peut pas arriver avec des conclusions qui seraient vraiment solides. Dans un monde idéal, on peut même travailler avec un échantillon minimum de 20 personnes. 20 cerveaux sur une durée qui, elle, est vraiment flexible pour la simple et bonne raison que sur un contenu VR, on sait que souvent c'est un usage relativement restreint en termes de temps. Mais on pourrait mesurer un film entier, on pourrait mesurer pendant 2 heures, on pourrait mesurer un show, on pourrait mesurer une visite d'un magasin, on pourrait mesurer une expérience dans un parc d'attractions. Donc en fonction de ces variables-là, je dirais la solution proposée va être variable. Mais je dirais que garder en tête minimum 20 personnes pour une durée qui varie de 30 secondes à 2 heures, et puis pour un prix qui va dépendre aussi d'un niveau de service que vous voulez. Par exemple, sur place, on s'occupe de tout, c'est-à-dire on fait le recrutement, on fait l'accueil, il y a souvent aussi une enveloppe compensatoire qui est donnée. Donc tout ça, c'est des variables qui vont pouvoir influencer sur le prix, mais je dirais que oui, pour répondre simplement à la question qui a été posée, on a un package qui comprend non seulement la collecte, mais aussi l'accès web aux résultats qui sont collectés. J'espère que j'ai pas été trop large dans la réponse. Alors, moi, j'ai une autre question. C'est peut-être un peu bête, mais est-ce que ça change quelque chose de faire des études sur des panels de tests québécois ou des panels de tests français? C'est une très bonne question, en fait, une question bête. Je pense pas que ça change réellement quelque chose parce que c'est sûr qu'il y a des biais culturels sur chaque pays, sur chaque individu. Ceci dit, les émotions et les états mentaux demeurent des variations de fréquence cérébrale qui sont assez semblables. D'ailleurs, je lisais une étude récemment là-dessus sur le fait que même les battements cardiaques des gens qui vivent ensemble se synchronisent. Et là, on parle plus de culture, on parle d'organique. On peut penser aussi, je dirais, à certains aspects de synchronisation. Donc, non, je pense pas qu'il y a de problématiques ou d'effets de bord sur le fait d'utiliser des cohortes qui sont sur le sol canadien versus la France. Et je dirais au contraire, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur un territoire comme celui du Québec parce qu'il y a une représentativité assez universelle
des humains. Comme je disais, déjà, ça se traduit par notre réalité d'entreprise, puisque on a des collaborateurs qui viennent du monde entier, mais aussi par la représentativité en termes de cohorte, ce qui nous donne aussi un potentiel très intéressant. On pense à des communautés linguistiques particulières, bon, naturellement l'anglais puisque c'est la deuxième langue officielle ici, mais aussi on pourrait très bien identifier des Grecs, des Espagnols, des Latinos, des Chinois, bref, le Canada étant un pays d'immigration, ça nous permet une meilleure représentativité de la société en général. Donc moi, j'y vois plutôt un avantage qu'une contrainte. Et je vous dirais, pour rebondir sur l'élément que j'expliquais, c'est que la variation des ondes cérébrales est pas tributaire de la culture. Merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Eh ben, merci beaucoup, Jean-Julien. Oui, merci à vous. Prenez soin de vous. C'est important, comme le disait Laurence, l'impact de notre bien-être a des répercussions sur tout l'ensemble. Donc, c'est un beau message.